Bonjour à tous. Je suis très heureux de cette invitation à vous parler de l'apprentissage de la lecture. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous parler pendant quelques minutes et puis ensuite d'avoir un échange ensemble sur l'enseignement de la lecture en essayant de vous donner des éléments pour mieux former à l'apprentissage de la lecture, appuyé sur la recherche, et vous verrez que c'est la recherche assez récente encore, et discuter ensemble donc des conditions qui permettent d'assurer la meilleure efficacité de l'enseignement de la lecture. Je vous verrai que c'est un message très optimiste parce qu'il est vraiment possible d'enseigner de façon efficace, rapide, et donc de ne pas rester bloqué sur cette question de l'apprentissage de la lecture. Alors, mon exposé sera en deux parties. Dans la première partie, je voudrais vous faire quelques rappels sur la science de la lecture et en particulier la manière dont la lecture transforme le cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend à lire? Et dans la deuxième partie, beaucoup plus appliquée et qui sera l'essentiel de mon exposé, je reviendrai sur la question des méthodes pour apprendre à lire. Alors donc, quelques mots sur la science de la lecture. Voici une image extrêmement simplifiée, évidemment, du cerveau d'une personne qui n'a pas encore appris à lire. Alors, bien entendu, une personne qui n'a pas appris à lire maîtrise une langue, sa langue maternelle, peut-être plusieurs langues, et ça veut dire qu'il y a dans son cerveau toute une série de représentations des sons de la langue, la phonologie, du lexique, de la grammaire, de la syntaxe et de la sémantique, du sens de ce qu'elle est capable de comprendre dans les langues qu'elle comprend. Alors, ça, c'est dans le langage parlé. Il faut être conscient que le langage parlé vient naturellement au cerveau et qu'il vient évidemment dès la première année de la vie. Et au moment où les enfants apprennent à lire, vers 6 ans ou 7 ans, ils doivent avoir en place un bon système de traitement du langage parlé. Alors, qu'est-ce que va changer la lecture ? Eh bien, la lecture va permettre d'accéder à ces mêmes représentations par une autre modalité, qui est la modalité visuelle, par la vision, par les yeux. Alors, toutes les entrées visuelles, dont fait partie le langage écrit, vont rentrer dans le pôle occipital du cerveau, mais on va voir que lorsqu'on apprend à lire, il y a vraiment une région très particulière qui apprend les chaînes de lettres et qui les met en communication avec le système du langage parlé, d'une part et au départ par le biais de la phonologie, donc c'est le passage des lettres au son, des graphèmes aux phonèmes. On parle de graphème parce que c'est pas forcément une seule lettre, ça peut être deux lettres, comme CH, qui correspondent à un seul phonème en français. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle la voie phonologique, le décodage. Et puis ensuite, avec l'automatisation, un passage plus direct, mais à partir de la même région cérébrale, vers directement le lexique. Toutes les lettres sont reconnues d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle la voie lexicale. Donc tout ce qui est en rouge va s'ajouter au langage parlé, mais il est important de comprendre qu'on réutilise pour lire toutes les connaissances qui sont déjà là sur le langage parlé. Et ceci donc se met en place lentement, au départ par la voie auditive et ensuite aussi bien par l'audition que par la vision, par le langage parlé, le langage écrit. Et donc, il faut juste apprendre le code d'entrée, si je puis dire. C'est évidemment, je simplifie, c'est pas juste un code aussi simple que ça, mais la métaphore me paraît correcte. Il y a un code d'entrée dans le système du langage parlé. C'est l'alphabet et les correspondances entre les lettres et les sons. Et ça peut se faire en quelques mois dans l'année de CP. C'est pour ça qu'on concentre l'apprentissage dans l'année de CP, mais en fait, dans la première moitié de l'année de CP. On va trouver le code pour rentrer dans le système, une nouvelle voie d'entrée. Alors, une métaphore peut être celle de l'entraînement au tennis. C'est pas forcément marrant, ni d'ailleurs pour l'enseignant, ni pour l'élève, de taper des balles, quelques dizaines de balles contre un mur de façon répétée, mais avec un bref effort de quelques mois, tout le monde peut commencer à jouer au tennis. Mais on ne peut pas prendre plaisir à la lecture si on n'a pas trouvé le code et automatisé ce code. Donc, il faut automatiser les bases. Et dans le cas de la lecture, c'est la reconnaissance visuelle des lettres qui composent les mots. Dans tous les apprentissages, il y a forcément une forme d'activité automatique qui doit être mise en place. Alors, ce que je vous dis là, c'est fondé vraiment sur des expériences très précises et concrètes, et notamment une série d'expériences qu'on a menées dans une belle publication dans la revue Science, où on a regardé toutes les régions du cerveau qui se transformaient
sous l'influence de la lecture et qui était différente entre des personnes analphabètes et des personnes alphabétisées. Donc dans les images que vous voyez ici, les couleurs indiquent les régions qui sont augmentées en activité. L'activité augmente en réponse à des phrases écrites parce qu'on a appris à lire. Exactement comme dans le graphe ici. Vous voyez, plus d'activation pour des personnes qui savent mieux lire parce qu'elles arrivent à lire plus de mots par minute. On voit ici cette mesure sur l'axe des X, c'est l'affluence, le nombre de mots qu'une personne arrive à lire en 1 minute. Évidemment, une personne analphabète ne peut pas lire un seul mot, donc elle est à 0 ici. Et on regarde les régions dont l'activité augmente. Alors vous voyez plusieurs choses. D'abord, ce que je vous ai dit au départ, toutes ces régions du langage parlé, dans l'hémisphère gauche, sans doute vous avez entendu parler de l'aire de Broca et de ces régions du lobe temporal, eh bien, elles sont activées à présent par l'écrit, chez les personnes qui ont appris à lire. Et puis, toutes ces régions visuelles, qui sont à la base du cerveau ici, on les voit latéralement et puis par en dessous, ces régions se développent pour reconnaître les chaînes de lettres. Et puis aussi, ces régions auditives, dans le cortex temporal, et ça, c'est pas évident, mais même quand on entend du langage, parce qu'on a appris à lire, le cerveau répond mieux aux phonèmes. C'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. On prend conscience des phonèmes. Et les connexions entre ces systèmes, nous avons vu aussi directement dans le cerveau, en comparant alphabétisés et non alphabétisés, personnes alphabétisées et personnes analphabètes, on a vu que même les connexions de ce circuit étaient augmentées avec l'apprentissage de la lecture. Donc c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est devenu une sorte de réalité tangible dans le cerveau. C'est ça que vous changez lorsque vous apprenez un petit enfant à lire. Alors, on le voit aussi sous forme d'image. Ici, c'est une image très récente issue du centre Neurospin. Nous avons tous, ici présents, des petits patchs de cortex, on le voit ici chez une personne, qui répondent aux lettres, qui ne répondent pratiquement que aux lettres, parce qu'on a appris à lire, et qui répondent, vous voyez, aux statistiques des lettres. C'est-à-dire qu'elles augmentent d'activité. Par exemple, dans le patch 4, ici, elles augmentent fortement d'activité pour des choses qui sont des mots, ou qui ressemblent à des mots, qui pourraient être des mots. Ici, c'est une personne bilingue, donc on a des mots en anglais et en français. Et vous voyez que si on présente des chaînes de lettres qui sont des chaînes de consonnes Z, K, H, O, Z, J, qui ne pourraient pas être un mot en français, eh bien, cette région ne répond pas. Elle fait les statistiques des mots. C'est ça qu'on a appris en apprenant à lire. Reconnaître les statistiques des lettres et les envoyer vers le langage parlé. Alors, on a eu la chance au laboratoire de pouvoir regarder ça directement chez l'enfant. On a reçu la permission, il y a quelques années, de scanner 10 enfants tous les 2 mois, 2 fois avant qu'ils apprennent à lire, en fin de maternelle, et puis 4 fois tout au long de l'année de CP, et encore une fois 1 an plus tard. Et on a suivi donc ces 10 enfants. Vous voyez ici la progression de leur connaissance, c'est simplement pour l'instant du comportement de ces enfants. Hein. À gauche, leur connaissance des relations graphème-phonème sur une échelle qui va de 0 à 1. Vous voyez que lorsqu'ils entrent à l'école, rapidement, et avec quand même un certain délai suivant les enfants, chaque couleur représente un enfant, et très rapidement, ils acquièrent les relations graphème-phonème. Et puis, ici, vous avez l'évolution de leur fluence, c'est-à-dire le nombre de mots qu'ils sont capables de lire par minute, et ça va augmenter tout au long de l'année de CP, et encore plus, évidemment, dans la 2e année. C'était des enfants qui étaient dans une zone pas spécialement favorisée. Vous voyez qu'il y a des enfants qui atteignent facilement 50 mots par minute, puis un d'autres qui avaient plus de mal ici. L'enseignement n'était peut-être pas optimal non plus, on va en rediscuter. Alors, on a pu scanner ces enfants. On voit que, avant d'apprendre à lire, ils n'ont pas de réponse particulière aux mots écrits, hein, pas plus qu'à d'autres objets visuels. Ils apprennent à lire et ça y est, le cerveau se met à répondre aux mots écrits. Donc c'est ça que vous changez. Ça changeait d'ailleurs rapidement au cours de l'année de CP. Ici, je vous montre le scan en fin de CP. Et vous avez cette région spécialisée dans la reconnaissance des lettres qui s'est mise en place, les régions du lobe temporal impliquées dans le traitement des phonèmes et des mots, et puis énormément d'activation supplémentaire, vous voyez ici, dans les régions pariétales et frontales, qui va disparaître avec l'automatisation de la lecture. Alors ça, c'est un phénomène intéressant. On ne va garder, lorsqu'on a automatisé la lecture, que des circuits spécialisés, et on va pouvoir libérer les ressources de ce système du cortex frontal et du cortex pariétal. Et pour vous dire très concrètement à quoi ça correspond, eh bien, dans l'année de CP, les enfants lisent lettre à lettre, pratiquement. En tout cas, vous voyez ici le temps qu'il faut pour lire un seul mot.
c'est un temps assez long et qui augmente avec le nombre de lettres du mot, entre 2 et 5 lettres ici. Donc ça correspond à cet effort de lecture. Je dois déchiffrer de la gauche vers la droite. Et si on regarde les mêmes enfants quelques années plus tard, 2 ans, 3 ans plus tard, eh bien on voit que la courbe s'est totalement aplatie. Et comme vous et moi, ils sont capables de lire des mots de n'importe quelle longueur avec un temps essentiellement constant. L'apprentissage a fait en sorte que le circuit s'est automatisé, toutes les lettres sont traitées simultanément et la reconnaissance est donc infiniment plus rapide. Donc c'est ça l'objectif de l'apprentissage, d'abord savoir déchiffrer, mais forcément au départ avec un effort, et puis ensuite automatiser la lecture pour que les mots soient traités nettement plus rapidement et surtout en parallèle avec les lettres traitées simultanément. Alors, je voudrais résumer pour vous un petit peu ce que je viens de dire ici. Donc, apprendre à lire, c'est d'abord connaître les correspondances graphème-phonème. C'est ce circuit de base, les correspondances entre les lettres et les sons, qui se met au départ en place de façon sérielle, lettre par lettre, en série, et avec un effort. L'enfant déchiffre, il analyse donc le mot lettre par lettre, il convertit chacune de ces lettres en son, et il peut écouter ce qu'il entend, puisqu'il a maintenant une représentation de la sonorité du mot, et donc il est capable, comme on le voit ici sur cette flèche jaune, d'accéder à son lexique au sens. Encore faut-il évidemment que le mot qu'il est en train de lire fasse partie de son lexique. Donc, voilà. Il va ici être capable de réutiliser sa connaissance du langage parlé. Alors, l'enfant ne peut pas trouver ce circuit tout seul. Il a fallu plus de 3000 ans pour qu'on développe un système efficace alphabétique. Il ne va pas le trouver tout seul. C'est une invention de l'humanité extraordinaire, donc il faut lui enseigner explicitement, et je vais y revenir dans la deuxième partie de mon exposé, l'enseignement explicite de toutes les propriétés de ce système alphabétique. Alors, dans un deuxième temps, on va voir apparaître cette deuxième voie de lecture, progressivement, qui est une lecture automatique, non consciente, où toutes les lettres sont reconnues simultanément. C'est pour ça qu'on parle de traitement en parallèle, ce qui permet d'accéder au sens. Donc j'ai indiqué ça par ces flèches vertes ici, parce que toutes les lettres rentrent en même temps et permettent d'accéder à un mot particulier. Ça ne se mettra en place qu'après la voix en jaune. Et en fait, l'enseignant doit se focaliser sur la voix en jaune, et ensuite la voix verte va se développer spontanément avec la pratique. L'automatisation, comme pour le tennis, vient avec la pratique. Alors, on parle d'un auto-apprentissage. L'enfant qui a appris à décoder, il est capable d'apprendre des mots nouveaux. Il est capable, par exemple, de voir le mot lapin et d'apprendre en toute autonomie que c'est le mot lapin, qu'il le connaît et qu'il est capable donc d'entraîner cette voix en vert ici. C'est pour ça qu'il suffit d'entraîner le décodage et ensuite de faire lire les enfants et d'avoir une grande expérience de la lecture. Alors, vous allez me dire, et la compréhension? Ça, c'est un point très important et sur lequel il y a un petit peu de, disons, d'incompréhension mutuelle sur ce sujet. Il n'y a aucune raison, du point de vue du cerveau, d'opposer le décodage et la compréhension. Vous voyez, si je reviens dans mon schéma précédent, dans les deux cas, d'abord avec le décodage et ensuite après avoir automatisé, le but de la lecture, c'est évidemment d'accéder au sens. Ça n'est pas juste d'être capable de donner les choses à haute voix. Alors, les circuits que je viens de vous montrer sont impliqués dans les deux. Le décodage et la compréhension ne sont pas des choses indépendantes dans le cerveau. Comprendre ce qu'on lit, c'est d'abord savoir décoder les caractères de l'écriture et comprendre la langue. Et c'est pour ça qu'on a cette équation qui est très bien acceptée dans le domaine de la recherche. Si je mesure la compréhension des textes écrits, ce qui est le but de l'apprentissage de la lecture, eh bien je vais voir quel est le produit de la capacité de l'enfant à comprendre le langage oral et de sa capacité de reconnaître des mots écrits, de décoder, dans lequel rentrent toutes ces compétences particulières, et en particulier la fluence, le nombre de mots qu'on est capable de lire par minute. Donc, ce que cette équation vous indique, c'est que si l'un des deux bloque, eh bien la compréhension écrite est impossible. Donc, il est impossible de comprendre à l'écrit une langue qu'on ne connaît pas
à l'oral. C'est typiquement des problèmes de déchiffrement. Il n'était pas possible de déchiffrer les hiéroglyphes sans comprendre la langue copte. Et c'est comme ça que Champollion, il y a exactement 200 ans, en fait, son bicentenaire, est parvenu à décoder les hiéroglyphes. Mais il faut aussi comprendre le code. Il faut le code et la langue. Donc, on ne peut pas opposer les deux. Et ce que montre la recherche, de façon strictement empirique, c'est que quand on entraîne les enfants au décodage graphème-phonème dans une langue qui est connue, eh bien, ça améliore à la fois l'affluence, donc le nombre de mots que l'enfant est capable de lire par minute, mais aussi la compréhension du texte. Les deux vont ensemble. Il faut comprendre par contre que les échelles temporelles sont bien différentes. Pour ce qui est de l'apprentissage du langage, du sens des phrases, des textes, c'est une activité de très longue durée. Elle commence dès la maternelle et en réalité elle commence dans la famille dès la première année de vie. Donc c'est quelque chose qui est étendu sur des années, pendant toute la scolarité. Mais le décodage, lui, doit être enseigné à un moment bien précis, le début du CP, et sur une période de quelques mois. Et c'est important de ne pas confondre les deux. Donc lorsqu'on parle de l'apprentissage de la lecture, on parle de cette découverte du code qui permet de débloquer tout le système. Mais bien sûr, avant, après, pendant, on va pouvoir aussi lire des phrases, lire des textes, les lire à haute voix à l'enfant, d'abord à l'oral, puis ensuite passer à l'écrit et faire tout un travail sur la compréhension. Vous voyez que les deux vont ensemble. On a besoin de savoir décoder pour pouvoir comprendre la langue. Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais justement discuter de la manière dont on peut apprendre à lire de façon la plus efficace possible. Et ce qu'on connaît sur ce sujet d'un point de vue de la recherche qui est à la fois en sciences cognitives et dans les classes directement. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une convergence quasi totale entre les neurosciences et donc la manière dont le cerveau traite la lecture, et puis les recherches pédagogiques dans les classes. Et c'est pour ça qu'on a été incité, il y a déjà pas mal d'années, avec les collègues, à écrire ce petit livre qui s'appelle « Apprendre à lire », et ensuite participer aux activités du conseil scientifique. Alors, qu'est-ce que la recherche pédagogique a montré? Quels sont les grands principes de l'enseignement efficace de la lecture qui ont été prouvés par ces recherches pédagogiques? D'abord, c'est l'idée d'enseignement explicite. On ne va pas laisser l'enfant découvrir tout seul la lecture. Il ne suffit pas de l'exposer à des mots écrits. Il faut lui enseigner explicitement tous les aspects de la notation alphabétique. Donc, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que les lettres? En quoi elles correspondent au son? Pourquoi on lit de la gauche vers la droite, etc. Donc, ça fait partie de cet enseignement explicite d'enseigner rapidement les correspondances graphème-phonème. Et là, il y a des recherches, y compris celles de Roland Guagou, il y a quelques années, qui ont pas mal diffusé parce qu'elles étaient menées dans beaucoup de classes françaises, donc une recherche intéressante, qui ont montré qu'il fallait densifier l'enseignement des correspondances graphème-phonème. On a de meilleurs résultats lorsqu'on enseigne environ 2 correspondances par semaine. Donc, dès le premier trimestre, on va avoir une forte densité de connaissances. Ensuite, il faut avoir une progression systématique. Là encore, la recherche a montré que c'est utile d'organiser pour l'enfant ce qui est donné comme instruction, en commençant par les graphèmes les plus fréquents, les plus réguliers, et en allant ensuite vers des choses plus irrégulières et plus rares dans la langue française. Donc, par exemple, on ne va pas enseigner la lettre C tout de suite dès le départ parce qu'elle peut être ambiguë, elle se prononce parfois que et parfois ce. Il y a des exceptions dans les deux cas. On va commencer par des lettres comme les voyelles ou comme les consonnes comme F, par exemple, qui ont peu ou pas du tout d'ambiguïté. On va même guider très explicitement l'attention visuelle des enfants de la gauche vers la droite. Ça nous paraît évident à nous que les mots vont de la gauche vers la droite, mais évidemment, il y a des langues où ce n'est pas le cas. Et ça peut être des langues que connaît l'enfant d'ailleurs. Et c'est une convention, c'est une pure convention, donc on ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est très utile de guider le doigt de l'enfant de la gauche vers la droite dans le mot en lui expliquant la présence des lettres. Ça aussi, ça ne va pas de soi. Pour lui, il ne sait pas si ce n'est pas le fait que ça monte et que ça tourne, etc., qui a de l'importance. Il ne sait pas qu'il faut regarder lettre après lettre. Donc tout ceci demande à être explicité. Et on sait aussi par la recherche que c'est utile d'avoir l'écriture qui accompagne la lecture. Le geste d'écriture
lorsqu'il est pratiqué par l'enfant, l'aide à fixer les lettres et à fixer à la mémoire des sons qui vont avec les lettres. Alors bien sûr, écriture de mots que l'enfant est capable de déchiffrer. Récemment, ma collaboratrice a visité une classe où on faisait écrire des mots comme Halloween ou automne, il y a quelques semaines, juste parce que c'était le contexte en question, mais les enfants ne savaient pas lire ces mots. Et Halloween et automne sont des mots très irréguliers. Bon, ça ne va pas. Il faut faire lire à l'enfant des mots qui sont absolument en accord avec ce qu'il a appris jusqu'à présent en lecture. Et enfin, et j'en ai déjà parlé, l'automatisation. Ça, c'est un point très important. Il faut pratiquer la lecture jour après jour. Et pour automatiser, ça veut dire vraiment tous les jours, un peu comme le piano ou le tennis. Je reprends cette métaphore. Il faut pratiquer tous les jours et bénéficier de la période de sommeil qui suit, pendant laquelle le cerveau consolide l'apprentissage. Alors, que peut-on dire aujourd'hui de la situation française vis-à-vis de l'enseignement de la lecture ? Eh bien, au Conseil scientifique, on s'appuie beaucoup sur Jérôme Dovio, qui est sociologue à l'École normale supérieure, membre du Conseil scientifique, et qui réalise depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années maintenant, des recherches sur ce sujet. Et il m'a donné quelques diapositives que je vous présente ici. Alors d'abord, il y a un constat qu'on peut faire partir de l'enquête Lire et écrire de Roland Guagou, qui est qu'il y a encore trop d'élèves qui n'atteignent pas les attendus en fin de CP. L'attendu actuel, c'est 50 mots lus par minute en fin de CP. En 2013-2014, c'était 70% des élèves qui n'atteignaient pas ce niveau. On a beaucoup progressé. Vous voyez qu'actuellement, c'est 47% des élèves de début CE1 qui n'atteignent toujours pas ce seuil de 50 mots par minute. Alors, c'est une nette progression, mais on voit qu'il reste encore une marge de progression importante. Ce seuil n'est pas du tout impossible à atteindre. La recherche expérimentale dans les classes montre qu'il y a beaucoup de classes qui atteignent ce résultat. Alors, malheureusement, ce contraste s'aggrave d'une inégalité sociale. C'est-à-dire que dans les écoles à recrutement populaire, dans les REP et les REP+, 60% des élèves de début de CE1 n'atteignent toujours pas les objectifs de lecture en fin de CP. Et ça doit être un de nos objectifs, évidemment, c'est l'objectif du Conseil scientifique, de réduire ces inégalités. Et c'est d'autant plus important qu'il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que les performances en lecture au CP corrèlent très fortement et sont déterminantes pour la suite de la scolarité, des scolarités dans l'école élémentaire jusqu'au lycée. Et il est évident que si on ne sait pas lire correctement un texte, mais aussi un problème de maths, par exemple, eh bien, on va être en grande difficulté pour tous les enseignements ultérieurs. Alors, voilà la diversité incroyable de la situation française. Et c'est une photo que j'ai prise il y a quelques années déjà, lorsqu'on a passé en revue au Conseil scientifique les manuels de lecture. Il y avait à l'époque 35 méthodes publiées de lecture. C'est évidemment un business très important pour les éditeurs. Il y a d'ailleurs des éditeurs qui ont plusieurs manuels pour faire plaisir à tous, je suppose. Une méthode strictement phonique, puis une méthode globale, ou une mixte, enfin, ça ne les dérange pas. Donc il faut essayer d'y voir plus clair là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On bénéficie là encore d'une enquête qui est encore en cours, qui est extrêmement intéressante, puisque Jérôme Dovio et son collègue Paul Gioia ont fait parvenir un questionnaire en ligne aux enseignants de CP et ont eu le retour bénévole de 9500 enseignants, donc un quart des enseignants de CP en France. Et ils ont pu leur poser beaucoup de questions sur les caractéristiques de l'enseignant lui-même, mais aussi de la pratique en classe, des formations qu'ils avaient reçues, etc. Et je vais juste vous montrer quelques-uns des résultats actuels. Alors d'abord, on a ce tableau qui est les 10 manuels de lecture les plus utilisés au moment de cette enquête, donc en 2020. Vous voyez les pourcentages correspondant à ces différents manuels. Et pourquoi ça nous préoccupe? Parce que les manuels qui sont en bas ici, qui sont les moins utilisés, sont ceux qui sont en fait les plus en correspondance avec les principes que je vous ai énoncés plus haut. Donc l'étude progressive, systématique des correspondances graphèmes-phonèmes, avec des textes 100% déchiffrables, avec une vraie progression rigoureuse dans ce qu'on demande à lire aux enfants, sans lecture de vignettes, c'est uniquement les 2 manuels qui sont ici les plus en bas. Les 8 autres, à des degrés divers, parfois d'ailleurs en affichant clairement
une méthode syllabique ou phonique, hein, propose en fait une approche mixte, avec énormément d'activités très différentes les unes des autres, dont les correspondances graphème-phonème ne font qu'une petite partie. Il y a beaucoup d'utilisation des mots-outils en particulier. Un des aspects de l'enquête de Jérôme Dovio consiste à montrer que voilà, il y a en fait une majorité d'enseignants qui utilisent beaucoup de mots-outils. Ici, vous voyez, c'est le pourcentage d'enseignants qui n'en utilisent 0 ou bien moins de 10. Et ensuite, on a cette majorité d'enseignants qui utilisent entre 10 et 20, entre 20 et 30, voire plus, de mots à apprendre par cœur. Or, c'est un problème parce que ça oriente l'attention des élèves vers une toute autre stratégie qui est d'essayer, un petit peu comme un caractère chinois, hein, de retenir la forme particulière du mot. Alors pourquoi ça ne marche pas? Bien parce que la forme peut changer, ça dépend de la police, ça dépend du fait qu'on est en minuscule, en majuscule, et ça ne généralise pas des mots nouveaux. Quand bien même vous arriveriez à apprendre la forme particulière du mot ribambelle, eh bien, si je vous demande de lire un autre mot, vous n'allez pas particulièrement pouvoir généraliser ce que vous avez appris. Alors que si vous avez appris ce que veut dire la lettre R, la lettre I, à quel son elle correspond, eh bien sûr, vous allez pouvoir généraliser à d'autres mots. Donc, ces mots-outils, je vais y revenir, c'est plutôt une mauvaise idée. Alors, justement, l'intérêt de la recherche de Jérôme Dovio et Paul Gioia, c'est aussi de voir quels sont les progrès des élèves. Et là, les statistiques sont assez claires. Il y avait déjà une enquête auparavant, il y a 8 ans, je crois. C'est-à-dire que les méthodes syllabiques, avec 100% de déchiffrabilité et sans mots-outils, sont celles qui produisent systématiquement les meilleurs résultats. C'est celles qui sont le plus en accord avec les principes que j'ai énoncés plus haut. Et on voit que ça fait la différence. C'est-à-dire que, et en particulier dans les écoles populaires ici, hein, les élèves qui apprennent avec des syllabiques lisent en moyenne 5,3 mots par minute de plus que les élèves qui apprennent avec une méthode mixte. Et c'est une moyenne qui cache une certaine diversité, mais ça veut dire qu'il y a des progrès nettement plus rapides en 4 mois. Hein. Et un des résultats les plus intéressants ici, c'est que lorsqu'on regarde les élèves qui sont, comme on dit, entrés dans la lecture, c'est-à-dire qui ont compris le principe et qui arrivent à décoder de nombreux mots en janvier, eh bien, ils sont 64% dans les écoles populaires lorsqu'ils apprennent avec une méthode syllabique, contre seulement 50 élèves des écoles favorisées qui apprennent avec une méthode mixte. Donc, il est tout à fait possible d'obtenir meilleur plus que dans les écoles favorisées si on utilise une méthode qui est plus efficace. Donc, c'est vous dire l'importance et l'efficacité de certaines de ces méthodes. On peut faire beaucoup mieux, et notamment dans l'éducation populaire, en adoptant les méthodes les plus efficaces. Alors, nous avons proposé au Conseil scientifique une grille d'analyse des manuels de lecture en CP, et ça a été fait étroitement en regardant l'expérience de l'Académie de Paris, et notamment d'Isabelle Goubier, Antoine Mestre et leurs collaborateurs, qui avaient analysé les manuels de lecture et qui avaient fait des choix au sein de l'Académie de Paris. Alors, je vais redire, ça se répète un petit peu avec ce que j'ai dit auparavant, hein, mais d'abord, donc l'enseignement débute par l'enseignement systématique des correspondances graphème-phonème à un rythme rapide, de l'ordre de 2 par semaine, et avec un manuel qui va du graphème au phonème. Alors ça, c'est un petit point supplémentaire. Du graphème au phonème, c'est-à-dire qu'on introduit des lettres et on dit, voilà, le son de cette lettre, c'est ça. Le son de la lettre O, c'est O. Et éventuellement, le son de CH, c'est CHE. Et donc, graphème, phonème. Mais on ne fait pas l'inverse. Parce que dans l'inverse, le français est terrible. À l'inverse, un phonème en français peut parfois s'écrire de jusqu'à 15 manières différentes. Hein, si vous pensez au son E, par exemple. Ça peut être ER, etc. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas de leçon de son. Cette idée de leçon de son n'est pas une bonne idée. C'est des leçons de graphème. Donc, c'est un graphème, j'explique comment il se prononce. Mais c'est pas le son O, voilà les 5 ou 10 manières différentes de l'écrire. Alors, le manuel propose une progression systématique, du plus simple au plus complexe, et il ne propose que des mots et des textes décodables au point où on est l'enfant. C'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine, il y a un certain niveau
de ce qui a été appris, un certain nombre de graphèmes qui ont été enseignés, eh bien, on ne présente que des mots qui sont lisibles avec ces éléments-là. C'est tout à fait logique, hein. Si vous apprenez l'hébreu, vous n'apprécieriez pas du tout qu'on vous présente des mots avec des lettres que vous n'avez pas encore apprises. Pardon. C'est une logique très simple, hein. Il faut toujours se mettre à la place de l'élève. Il ne doit pas avoir à deviner. Alors, l'histoire des mots-outils, bon, nous pensons qu'ils sont essentiellement pas nécessaires du tout. D'abord, il y a extrêmement peu de mots petits, grammaticaux, qui ne soient pas réguliers. Donc l'immense majorité des articles, des petits adverbes comme vite, par exemple, sont réguliers. Le, la, il, c'est régulier. Il suffit d'apprendre que i se prononce i, que elle se prononce elle, et vous allez pouvoir prononcer ces mots. Donc il n'y a pas de raison de les apprendre par cœur avant d'avoir introduit les correspondances graphèmes, phonèmes correspondantes. Il y en a extrêmement peu qui sont à la fois irréguliers et très fréquents. Il y a un exemple, par exemple, c'est eu. J'ai eu quelque chose, du verbe avoir. Alors, le fait que EU se prononce U dans cette circonstance-là est quand même très particulier. Il y a extrêmement peu de mots, je ne sais pas s'il y en a d'autres, presque pas, comme gageure peut-être, qui ont le même problème. Donc, c'est très peu utile, honnêtement, d'enseigner ça. Et la plupart des enfants apprennent cette exception sans qu'on ait besoin de leur enseigner, simplement par l'usage. On peut tout à fait, si on doit les enseigner par la prononciation, un petit peu comme un graphème. On peut dire, dans ce contexte-là, le groupe de lettres EU se prononce U. Voyez. Mais c'est vraiment pas un problème particulier. On peut, et je vais vous montrer, il y a des méthodes où on ne présente que des mots 100% réguliers, 100% décodables. Je me suis mal exprimé, 100% décodables à un instant donné. Donc, les mots irréguliers sont appris facilement par les enfants par la suite. Alors, je reprends la question des manuels. L'idée, c'est que le manuel fait tout ça, et puis il propose des révisions qui permettent d'enregistrer les choses en mémoire et des exercices d'écriture en parallèle avec la lecture, d'une part évidemment pour apprendre à écrire, mais aussi parce que ça facilite l'acte de lecture. Et puis, alors bien sûr, tout ceci, c'est pas du B à bas. Il y a parfois une caricature qui est faite sur ces manuels efficaces. Pas à vite, c'est l'objectif de la lecture. On fait lire des nouveaux qui ont du sens, qui sont riches sur le plan sémantique, et les textes à lire deviennent plus longs et plus riches au fur et à mesure de l'apprentissage. Alors, il existe des manuels qui prennent cette direction-là. Je voulais mentionner que notre laboratoire mène depuis plusieurs années maintenant des expériences avec un logiciel qu'on met à jour et qu'on rend disponible gratuitement, qui s'appelle Calulu. C'est Cassandra Potier-Watkins qui mène ces expériences dans l'Académie de Versailles actuellement. C'est non seulement un logiciel dans lequel on montre à l'enfant que en apprenant les correspondances graphèmes-phonèmes, il va développer le jardin de son cerveau, mais aussi une pédagogie, des exercices, donc des manuels. Et je voulais simplement vous montrer, je ne veux surtout pas faire la publicité de ces choses-là, puis je n'ai pas le temps de vous montrer le détail, mais simplement vous montrer à quoi correspond une pédagogie progressive qui tient compte de la fréquence et de la régularité des correspondances graphèmes-phonèmes en français. Donc on commence par les voyelles, puis on enseigne ces consonnes-là, qui sont un petit peu plus faciles que les autres parce qu'elles peuvent être continuées. On peut dire et le M peut durer longtemps, tandis que pour le P, vous pouvez essayer, c'est pas possible de faire le phonème P de façon continue. Donc on commence par les consonnes qui vont être continues, S, M, L, et puis on va progressivement vers des consonnes un petit peu plus rares, mais on a choisi celle-là parce qu'elle permet déjà de faire des combinaisons. Donc par exemple, dès la deuxième étape ici, l'enfant est capable de lire le mot lama, beaucoup d'autres. Très vite, on apprend des combinaisons de lettres qui ne posent pas de difficulté. La combinaison de lettres OU, l'enfant apprend très facilement cette spécificité qui est que c'est le son OU. Et puis voilà, une progression particulière. Il peut y en avoir plusieurs, c'est pas complètement figé dans le marbre. Je voulais vous montrer un exemple aussi de ce manuel joli, celui qui a obtenu les meilleurs résultats dans les années dont on dispose actuellement, mais donc c'est un manuel complètement systématique. Et donc vous avez ici un exemple de leçon, une page extrêmement liée avec la lettre dont on veut introduire la correspondance graphème-phonème, exemple
de syllabes ou de mots à prononcer, on arrive à des mots plus intéressants. C'est très intéressant dans cette perspective de voir que très vite, on va être amené à utiliser des mots que l'enfant ne connaît pas. C'est pas le problème. On va lui apprendre ce que c'est qu'une arène. On va pas juste lui faire lire comme un non, que ce mot-là, eh bien, ça correspond à une enceinte antique, etc. Et puis, on va passer à des phrases. Et ces manuels, quand ils sont bien faits, on arrive assez facilement, contiennent des phrases qui sont intéressantes, parfois poétiques, et qui n'utilisent que les lettres qui ont été enseignées, les correspondances graphèmes-phonèmes qui ont été enseignées à l'enfant. Donc, c'est un vrai travail. C'est pour ça que le Conseil scientifique recommande aussi l'utilisation d'un manuel. Il y a des enseignants qui se passent d'un manuel. Alors, il y a effectivement des enseignants très expérimentés qui savent faire tout ça sans manuel, mais pour la plupart, c'est un appui extrêmement précieux d'avoir un manuel. Ça ne s'invente pas en 2 secondes de faire des phrases dans lesquelles on n'utilise que les graphèmes qu'on a déjà enseignés. Nous, on le fait d'ailleurs sur des bases statistiques, en analysant les statistiques du français, etc. Donc, le manuel aide énormément à respecter ces principes d'apprentissage. Alors, on peut se distraire un tout petit peu en mentionnant ce qu'il ne faut pas faire. Et dans notre texte sur les manuels de lecture, on a mentionné ce qu'il ne faut pas faire. On voit encore des classes dans lesquelles, 2e semaine de lecture, on présente un texte tout entier, comme celui-là, à l'enfant, et il faut deviner les mots. Les instructions, c'est retrouve les mots que tu connais déjà. Imaginez de faire ça en chinois ou en hébreu. C'est pas possible. Voilà. Donc, on incite l'enfant à faire une espèce de devinette, et surtout, et je suis désolé de le dire, on l'incite à croire qu'il ne peut pas lire. Parce qu'il ne peut pas. Aucun d'entre nous ne pourrait suivre des instructions de ce type. Donc, l'enfant se convainc que la lecture, c'est pas pour lui, c'est une activité bizarre et dans laquelle on n'arrive pas. Encore pire, mais là, je comprends même pas la logique de la chose. Vous voyez que là, les lettres du texte de gauche ont été remplacées par des formes géométriques qui montent, qui descendent, des rectangles, des ronds, etc. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout comme ça que notre cerveau reconnaît les chaînes. C'est pas en utilisant une espèce de forme géométrique globale. C'est en regardant au contraire attentivement de quelle lettre il s'agit. Alors, on ne peut pas apprendre à reconnaître des mots avant de savoir les déchiffrer. Donc là, c'est pareil. 2 semaines après la rentrée, on n'apprend pas par cœur des mots comme jaune. Et puis, il y a une idée qui circule parfois et qui est vraiment très étonnante, c'est de montrer aux enfants l'alphabet phonétique. Donc, dans la méthode que je vous montre en ce moment, on introduit le son U, mais c'est la lettre Y. Mais dans l'alphabet phonétique, il se trouve que la lettre U se prononce OU et que c'est la lettre Y qui représente le son U. Maintenant, l'enfant ne connaît même pas l'alphabet. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apprenne l'alphabet phonétique ? Même les chercheurs, je peux vous le dire, ne connaissent pas forcément l'alphabet phonétique, qui est vraiment assez compliqué. Alors, c'est complètement absurde de présenter ce genre de choses à l'enfant. Donc, pas d'alphabet phonétique. Dans le texte du Conseil scientifique, on a présenté encore d'autres recommandations sur les choses à éviter. Alors, peut-être un point très important, et je pense que vous comprendrez tous très facilement, c'est qu'il ne faut pas distraire l'enfant de sa tâche principale. Le cerveau ne fait pas 36 choses en même temps. Et là, on demande à l'enfant une chose difficile, parce qu'il ne sait pas encore bien le faire. Ça lui demande un gros effort d'arriver à déchiffrer les lettres de la gauche vers la droite. Et il faut qu'il comprenne que c'est ça qu'il doit faire. Tout ce qui va le distraire de sa tâche, non seulement ne sert à rien, mais est contre-productif. Alors, d'abord, le nom des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H. Ça n'aide absolument rien à lire. Donc, réciter, je l'ai vu dans des classes à l'étranger, l'enseignement de la lecture, c'est parfois problématique dans beaucoup d'autres pays. On récite tous en chœur A, B, C, D, E, F, G. C'est de très peu d'utilité pour apprendre à lire. Réciter l'alphabet, et voilà un exercice qui est extrait d'un manuel qui est en cours, l'un de ces manuels qui est malheureusement encore très allé en France. Vous voyez que là, on demande à l'enfant de mettre les lettres qui manquent. Ça ne sert à rien. L'ordre de l'alphabet n'a aucun impact sur la lecture. C'est un ordre historique, A, B, C, D, E, F, G. Ça n'a aucune importance pour la lecture. Donc cet exercice distrait l'enfant et lui fait perdre du temps dans sa tâche principale.
Alors l'alphabet phonétique, j'en ai déjà parlé, ça c'est un autre exemple authentique, hein, dans lequel on montre une usine, un bureau, et on lui dit « Attention, je vois U, mais je n'entends pas Y dans lundi ». Essayez d'y comprendre quelque chose. Il y a une autre chose qui est absurde ici, c'est de montrer un contre-exemple. Quel intérêt de montrer le mot lundi à un élève qui ne sait pas encore lire le son U? Lui montrer des exceptions avant qu'il ait commencé à apprendre la règle, au moment où il apprend la règle. Donc le A de maison, enfin, on voit des manuels qui présentent des mots que l'enfant devrait voir beaucoup plus tard. Alors, le contour des mots, je l'ai déjà dit, ne sert à rien. Donc ça, c'est un exercice que mes propres enfants ont eu il y a déjà pas mal d'années, où il s'agit de repérer laquelle de ces formes géométriques ici, à quel... alors, un point de discussion, des méthodes comme Borel-Mesoni, où vous savez qu'on apprend des tas de gestes qui sont associés au son. Et beaucoup d'enseignants pensent que ça aide les enfants. Du côté des chercheurs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc il y a des méthodes qui apprennent des gestes de la main. Je disais donc que ce sont des informations supplémentaires à apprendre et qui peuvent charger la mémoire de travail des élèves. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée, mais dans la recherche, il y a quand même l'idée que ces informations sont utiles quand l'image associée à une lettre correspond à un mot qui commence par le même son. Donc de façon très simple, c'est ce qu'on appelle le principe d'acronymie. C'est par exemple de dire le S, c'est comme un serpent. Voilà. Donc le S, c'est le début du mot serpent. On a un exemple ici dans la méthode des alphas, c'est le cornichon qui a la forme de la lettre C et qui croque et qui craque en faisant que. Voilà. Ça, c'est très bon. On sait que c'est utile. Le S de serpent, le cornichon, pourquoi pas. Les autres exemples n'ont pas du tout ces propriétés-là, vous voyez. Peut-être la botte ou la dame, mais c'est très arbitraire. Le monsieur A, ici, ils n'ont pas trouvé de mot qui correspondait. Donc, si on peut introduire un référent pour une lettre, pourquoi pas, du moment que ce soit la lettre qui soit en début de mot. Alors, Borel-Mesoni, c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est pas très clair. Si c'est vraiment quelque chose d'utile ou au contraire de distrayant pour les enfants. Le message, c'est surtout de se concentrer sur ce qu'est vraiment l'apprentissage de la lecture. Alors, conclusion. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a une belle marge de progrès, et notamment dans les classes en éducation prioritaire, on sait qu'ils peuvent apprendre beaucoup plus vite avec un bon manuel et une forte intensité d'apprentissage, 2 par semaine. On a des résultats actuellement, hein, y compris avec notre méthode Kaloulou. Tous les enfants sont entrés dans la lecture début décembre, voilà, dans des classes de REP. Alors, ce qui est intéressant, et que je pense que vous pouvez passer le message, c'est que ces classes vont disposer de plus de temps pour le vrai travail sur les textes, sur la compréhension. Tout le monde est d'accord que c'est la compréhension qui compte et qu'il faut augmenter le vocabulaire des enfants. Mais ça, on le fait d'abord à l'oral, puis on continue de le faire au CP, et on le fera d'autant plus qu'on a libéré du temps parce qu'on s'est débarrassé quelque part de cet encodage. Donc je disais que ces classes vont disposer de plus de temps pour les textes, pour la compréhension, pour le travail sur le lexique. Et je voudrais revenir sur un point. C'est une question d'égalité sociale. Moins la méthode pédagogique est efficace, plus ce sont les enfants de familles défavorisées qui sont pénalisés. Donc c'est vraiment pour eux qu'il faut le faire. Je parle du miracle de Noël, là. C'est un enseignant qui m'a dit une fois, mais c'est marrant, les enfants partent en vacances de Noël, ils savent pas lire, et puis quand ils reviennent, et ça y est, ils ont compris, il y a un déclic qui s'est produit. Ben, le déclic, malheureusement, c'est beaucoup trop souvent les grands-parents ou les parents qui se rendent compte en famille pendant les 15 jours des vacances de Noël et qui sortent une méthode plus efficace qui enseigne à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. Mais ça veut dire que les enfants de familles défavorisées qui n'auront pas forcément ce support familial, eh bien, ne vont pas réussir à compenser. Donc, on sait que plus la méthode pédagogique est efficace, plus ce sont les enfants de familles défavorisées qui en bénéficient. C'est vraiment un point, je pense, très, très central. Et puis enfin, je voudrais rappeler qu'il existe des évaluations nationales de mi-CP qui permettent de voir où on en est. Et donc ça peut être très intéressant pour les membres du plan lecture et pour tous les encadrants en général, hein, les conseillers pédagogiques, les IEN. Vous avez la possibilité de voir les classes ou les écoles ou les enfants en particulier qui sont en difficulté et d'intervenir avant qu'il soit trop tard, d'intervenir en particulier pour aider les enseignants. Donc je pense que là, il y a un outil qui est tout à fait unique. Il n'y a pas d'autres pays qui ont ces évaluations nationales aussi sophistiquées, hein, et complètement exhaustives. C'est vraiment un outil très précieux pour voir qui est en train de décrocher.
et notamment celle de mi-CP, fin janvier, début février. C'est pile le bon moment pour voir. Normalement, tous les enfants devraient être entrés dans la lecture. Ceux qui ne le sont pas doivent pouvoir bénéficier d'un soutien supplémentaire. Alors j'affiche très brièvement les textes du conseil scientifique sur ce sujet, que vous pouvez tous trouver en ligne sur le site de Canopé. Il y a donc ce texte qui date déjà d'il y a 4 ans. Je vais peut-être montrer la diapositive suivante. Voilà. Pédagogie et manuel pour l'apprentissage de la lecture, comment choisir, le choix des manuels, la discussion sur quels sont les manuels efficaces. Et puis surtout, il y a ce nouveau texte qui vient de sortir, octobre 2022, Apprendre à lire du décodage à la compréhension, qui donc discute beaucoup de ce point. Est-ce que quand j'apprends à décoder, je perds du temps pour la compréhension ou pas? Et qui discute bien sûr ce qu'on peut faire dans le domaine de la compréhension. On a publié une note d'alerte récemment parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans l'apprentissage de la lecture en France. Et puis tous les enseignants peuvent s'abonner à la lettre Le Passeur, qui comprend des petits textes très courts, très accessibles, et aussi des petites vidéos. On a la chance de collaborer avec Fred Courant, le fameux Fred de C'est pas sorcier, et qui nous aide à expliquer les choses de façon très pédagogique. Et tout ceci est disponible donc sur le site du Conseil scientifique. Et enfin, je vais laisser ceci affiché. À partir de février, le Collège de France organisera un cycle de conférences dans le cadre de l'initiative Agir pour l'éducation, entièrement consacré à l'apprentissage de la lecture et ses difficultés. Et vous voyez ici une série de conférences qui rentreront plus dans le détail, notamment de ce que sont les dyslexies, et puis comment aider les enfants français à apprendre à lire. Voilà, je m'arrête.